Alors voilà, c'est un dimanche de fête des mères en France. C'est un dimanche où on va partager ensemble des passages du roman L'amour et les forêts d'Eric Einhardt, où l'on va écouter des extraits de Barbara Pravi en musique, de Eurythmics, également de Keisha, de Chila et de Nene Cherry, sans oublier Clara Luciani, tout autour d'une note très importante publiée par la Fondation des femmes que je ne pouvais pas laisser passer en ce jour de célébration du rôle des mamans. J'avais ton âge, il y a encore quelques pages. Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage. Devenir une femme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Je sais que tu l'as pas décidé, mais tu le portes cet héritage. Alors apprends à faire avec, rien n'est acquis vraiment. Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman. Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider, même pas divorcer, à peine respirer. Fais pas l'enfant gâté, rien n'est jamais gagné. Écoute, j'ai pris quelques notes. Petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous. C'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous. Après tout, qui créait les codes et les tabous? Qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout? Souvent, les futurs génies sont mauvaises à l'école. Et souvent, c'est les plus timides qui deviennent des idoles. Alors en classe, si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien, l'ouvre pas trop. Ou alors ouvre-la bien. T'inquiète pas si t'es petite, t'inquiète pas si t'es grosse. Les popus du collège sont les premières à devenir des cassos. Regarde pas les autres, leurs conseils à la con. Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison. Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial. Spécial c'est suffisant, pas besoin de la jouer originale. Les petits bonheurs de la vie seront souvent les plus cool. Chanter Céline Dion à tue-tête, tu verras ça défoule. Entoure-toi bien de gens qui t'aiment. Regarde seulement ceux qui te donnent et pas ceux qui te prennent. Petite, tu as le temps, petite. Petite, prends de l'élan. La vie c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement. Tu monteras des projets qui se casseront la figure. Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs. Tu veux devenir patronne? Alors deviens patronne. Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne. C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet. Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer. Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps. Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant. D'avoir dit pas maintenant. Écoute pas les ragots, te mêle pas des histoires. La vérité c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires. La vérité c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose. C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais. Le style de personne qui te rend malheureuse. S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la malle. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal. L'amour et la violence ne font pas bon ménage. Surtout laisse rien passer, pour ne pas tomber dans l'engrenage. Y a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho. Une fois, deux fois, trois fois, n'attends pas celle de trop. N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire. Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir. Et y a pas que les gestes qui feront des dégâts. Les mots seront comme des balles qui resteront bloquées en toi. Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence. Stop l'influence, quelle qu'elle soit, des gens toxiques qui évolueront près de toi. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante. Alors... Je n'ai plus honte, il faut que tu saches assez de toutes les plaies que l'on cache et de tous les cris que l'on garde en soi. Tout ce mal qu'on se fait par amour. Adieu le mal amour, le mal amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal amour, le mal amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse. Adieu le mal amour, le mal amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. Adieu le mal amour, le mal amour. C'est un amour
aveugle et sourd qui blesse. Alors que là, je vais leur dire que j'ai passé la journée à la campagne, parce que j'avais besoin de réfléchir. Je leur dirai que je suis tombée en panne d'essence. Ils seront rassurés, certes, si tant est qu'ils aient été inquiets, mais ils seront surtout déçus ou irrités par les désagréments causés par cette bizarre escapade. En premier lieu, le frigo vide et le fait qu'aucun repas n'aura été préparé. Ils auront faim, terriblement faim, tous autant qu'ils sont. Le père comme les enfants, bien entendu, comme par hasard. La satisfaction de mes envies, de mes besoins, ils s'en tapent. Tu ne peux pas savoir à quel point. Mon équilibre ou mon bien-être, exactement pareil, indifférence totale. Personne ne se demande chez moi jamais si je vais bien ou pas, si je suis heureuse ou pas, s'il me manque quelque chose ou pas, absolument jamais. C'est terrible, non ? Tu vois, je suis en pleine crise, je m'insurge. Mon absence du foyer est insurrectionnelle. Bonjour, bonsoir. À l'occasion de la fête des mères du juin 2023, la Fondation des femmes, dans le dispositif de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes, publie sa 3e note, intitulée « Le coût d'être mère ». Cette note m'a paru essentielle, intéressante et indispensable à étudier, à connaître, à comprendre, au regard de la situation actuelle des femmes qui effectivement ont du mal à simplement recevoir une carte de bonne fête des mères une fois par an. Le sommaire de cette note est composé de 3 parties. La première s'intitule « Avant la naissance, vivre le sexisme en silence ». La seconde, « À la naissance, les inégalités se structurent ». Et la 3e, sur le long terme, « Moins de revenus, plus de travail domestique gratuit ». Aujourd'hui, le podcast Just in Time s'intéresse à cette note. Literatura, psicoanálisis, proyectos sociales, políticos, humanos, artes, todos los temas son absolutamente bienvenidos en el podcast Just in Time desde que empezamos en marzo del 2020. Estamos en esta misma idea de continuar caminando mientras grabamos. Ahora agregamos un tema que es la astrología. No existen temas superiores, temas inferiores y a veces tenemos invitadas, invitados que son presentes, que están presentes hablando o bien simplemente que están con una presencia simbólica muy importante. Bienvenida, bienvenido al podcast Just in Time. C'est la fête des mères. Chaque année, sur les vitrines, nous voyons ces visages de mères rayonnantes et comblées d'amour. Ces images et les récits glorifiant la maternité nous permettent d'imaginer sans peine ce qu'avoir des enfants apporterait aux femmes, joie, épanouissement, sens à la vie, amour. Mais bien plus tabou est la question du coût d'être mère. Et plus particulièrement pour les femmes hétérosexuelles, quels sont les coûts d'être mère en comparaison au coût d'être père, alors que femmes et hommes bénéficient des mêmes avantages de la maternité et de la paternité, la société fait-elle peser plus lourdement les charges liées à la grossesse et à la maternité aux mères ? Après avoir étudié le rôle de l'État dans le manque d'indépendance économique des femmes, l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes continue son analyse des facteurs des inégalités de richesse entre les hommes et les femmes, cette fois-ci au moment de la maternité. Voici l'introduction de la note numéro 3 de la Fondation des femmes. Pourquoi est-ce que les femmes, en général, se trouvent dans des situations de précarité, et particulièrement les femmes chefs de familles monoparentales, s'interroge la note numéro 3, qui décrit clairement « Elles sont nombreuses à ne pas réussir à joindre les deux bouts ». De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit donc d'une mauvaise gestion individuelle ?
Et ici, les rédactrices de la note disent clairement « nous ne le croyons pas », ou bien s'agit-il d'un système inégalitaire ? Et donc la note dans l'introduction offre des pistes solutions. Premièrement, il n'est pas juste que le coût lié à la grossesse ou à l'arrivée des enfants dans un couple hétérosexuel pèse plus lourdement et à long terme sur celle qui a porté ou a élevé les enfants. Et des rééquilibrages et des modes de compensation doivent être envisagés, et tout particulièrement en cas de séparation, qui existent dans une famille sur deux. Et donc, la note observe qu'en croire le discours public, ce sont les mères qui pèsent sur la société, c'est le contraire. Il y a des citations d'interventions publiques, par exemple du ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, qui explique qu'un accouchement coûte 2600 € d'argent public. Puis la note précise qu'en mai, la presse relatait les inquiétudes du gouvernement quant à la natalité à son niveau le plus bas depuis 30 ans. Donc on encourage les femmes à faire des enfants et à prendre en charge l'intégralité des coûts. Je cite la note, voilà la démonstration par l'absurde des discours culpabilisants qui s'adressent aux mères à longueur de journée. La parentalité enferme hommes et femmes dans des rôles stéréotypés. Et Anne-Cécile Maillefer, qui donc signe cette préface, affirme « Si le siècle dernier a vu l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, le corollaire logique aurait été d'obtenir un rééquilibrage de l'effort du travail domestique. Au lieu de cela, on a fait croire qu'il ne tenait qu'aux femmes de tout avoir. Une carrière et des enfants, y compris une première, une deuxième, voire une troisième journée. » Je continue à citer la préface. En réalité, les femmes paient le prix fort de leur maternité et à long terme. Elles sont la réponse gratuite au manque abyssal de places en crèche. 160 000 parents sont sans solution de garde. Si elles conservent leur travail, il leur faut encore slalomer entre les risques de discrimination à leur retour ou ceux pour leur carrière. S'écarter ou être écarté des parcours de promotion en entreprise, adapter leur temps de travail pour plus de travail domestique gratuit à la maison, et ces choix pris au niveau familial exposent les femmes à une précarisation en dehors du couple hétérosexuel, en cas de séparation ou à la retraite, les inégalités explosent. La note est rédigée par Lucille Pétavin et Lucille Quillet. La préface par Anne-Cécile Maillefer, qui est la présidente de la Fondation des femmes, qui conclut la préface par la phrase cinglante suivante. Le coût d'être mère par opposition au coût d'être père pour les femmes. Un coût psychologique, physique et financier. Encore une fois, la facture est salée. Dans l'introduction, il est précisé que la maternité est très valorisée par la société, qu'un des facteurs de dynamisme économique de l'État est la natalité, et pourtant que les femmes en paient souvent un coût physique, psychologique, temporel, professionnel et économique, et le font seules. Les normes patriarcales ont été tellement intériorisées qu'il semble normal que les femmes se débrouillent, qu'elles jonglent, et qu'elles développent de nombreux bras comme un poulpe pour se débrouiller, et ce dès le début de la grossesse et pendant toute la maternité et pendant toute l'assomption du rôle de mère. Et la citation est la suivante: les normes patriarcales nous ont conduit à intérioriser un système inégalitaire qui exige des femmes qu'elles se débrouillent. Et donc, elle parle de l'invisibilisation, de la minimisation des difficultés. Donc, déjà, la maternité est un frein à la carrière. La note met en valeur les discriminations qui existent pré- et post-maternité. Et
explique qu'en fait, ce n'est pas la maternité qui est un frein à la carrière, c'est le sexisme qui l'est. Car en ce qui concerne les pères ne subissent pas aussi négativement cette expérience de devenir parents. Les stéréotypes sexistes se renforcent avec la parentalité. Je cite, au mère, l'assignation au foyer, au père, le rôle de breadwinner, soutien de famille. Les pères peuvent plus facilement s'échapper de leur identité parentale et jouissent encore d'un droit à s'affranchir, temporairement ou non, de leur responsabilité parentale. Entre ces deux trajectoires préécrites, lourdes du poids des stéréotypes sexistes pour les pères comme les mères, l'écart se creuse. Véritable ralentisseur de carrière et accumulateur de dépenses, la maternité a un coût bien réel pour les femmes et leur indépendance économique. Et donc la question pour les femmes, quel est le coût d'être mère ? La première partie de la note est intitulée « Avant la naissance, vivre le sexisme en silence ». Et la question « Comptez-vous faire des enfants ? Le poids du soupçon de maternité ». Et le premier sous-titre de cette première partie, la note met en valeur le fait qu'avant même d'avoir un enfant, les femmes voient peser sur leur vie professionnelle un soupçon de maternité. Et d'après le défenseur des droits, 27% des femmes discriminées au travail affirment l'avoir été en raison de la grossesse ou du congé maternité, contre seulement 7% des hommes. Au cours des 5 dernières années, les femmes actives de 18 à 44 ans qui ont été enceintes ou mères d'un enfant en bas âge ont été 2 fois plus la cible de discrimination que les autres. Et donc, il faut attendre l'âge de la scolarisation de l'enfant, 6 ans, pour que la présomption de désengagement professionnel qui les frappe s'estompe. On dit souvent que la grossesse n'est pas une maladie, et pourtant, il y a une série d'obstacles que les femmes doivent surmonter, qui sont d'autant plus pesants qu'il faut les taire. Et l'autrice Judith Aquien rappelle dans son livre « 3 mois sous silence » tous les bouleversements physiques et hormonaux handicapants qui surgissent lors de cette période. 75,1% des femmes enceintes se plaignent de troubles du sommeil, 30 à 35% des femmes souffrent d'hyperinsomnie et d'épuisement d'ordre narcoleptique. 85% connaissent des nausées et des vomissements fréquents. Il y a d'ailleurs une recommandation de la Charte pour les entreprises Parental Challenge qui est cofondée par la même autrice, Judith Aquien, qui indique qu'il s'agirait premièrement pendant le premier trimestre de grossesse de proposer une réduction d'activité avec maintien de rémunération, d'aménager un coin de repos à l'écart des odeurs de nourriture, de commencer les réaménagements de postes pour les professions debout ou en contact avec des substances toxiques et élargir l'accès au télétravail jusqu'à 100% pendant toute la grossesse pour les professions tertiaires, de proposer, quand il faut se rendre sur site, des horaires aménagés afin d'éviter les heures de pointe dans les transports, d'éviter les déplacements de travail ou les valider en accord préalable avec l'employé et de demander des nouvelles, s'assurer gentiment, sans lourdeur, que tout va bien et proposer de lever un peu le pied le temps que les symptômes se calment. La note précise qu'à cette épreuve physique s'ajoute le stress d'une interruption de grossesse, vécue par 1 femme sur 4 au moins au cours de sa vie. Entre 15 et 25% des grossesses s'interrompent dans les 14 premières semaines. À cet égard, l'annonce par le gouvernement de l'instauration en 2024 d'un arrêt maladie sans délai de carence pour les femmes qui vivent un arrêt de grossesse spontané, fausse couche, qui est en cours de discussion au Parlement, est une réponse à saluer pour le soutien des femmes et vers la fin du tabou. Le premier coup de la maternité est souvent physique. C'est à ce moment précis où les femmes enceintes ont généralement le plus besoin d'ajustement pour vivre sereinement leur grossesse, qu'on exige d'elles silence et nombreux stratagèmes au prix de leur bien-être, micro-siestes aux toilettes, vomissements cachés, prétextes évasifs pour les nouvelles contraintes alimentaires. Le cas est particulièrement français, bien sûr, on ne peut pas l'extrapoler à d'autres pays. L'étude rappelle que la prise en charge est couverte à 100%, mais qu'il existe des frais invisibles résiduels qui ne sont pris en charge par personne d'autre que par la mère. Premièrement, elle parle des stéréotypes et le prix de la culpabilité maternelle pour répondre aux injonctions de bien faire
qui ont donc un coût pour les femmes. Et la note affirme que la grossesse est un business bien réel. Et l'addition peut être salée. Elle expose ce qu'elle appelle un plan cash, qui licite 4 postes de coûts. Le premier poste, frais de santé, les dépassements d'honoraires, les médicaments, les cliniques privées, ostéopathie, acupuncture, huile, crème anti-vergeture. Deuxième poste, le surplus hôpital pour l'accouchement, chambre individuelle, lit pour le deuxième parent, autres frais confort. Le troisième, la garde-robe adaptée, soutien-gorge, bas de contention, leggings de grossesse, brassière, robe. Les livres, quatrième poste, les podcasts, les applications sur le suivi de grossesse, la parentalité, l'éducation, le sport, le yoga, la sophrologie, l'allaitement, l'alimentation. En ce qui concerne la deuxième partie de la note, intitulée « À la naissance, les inégalités se structurent », en premier lieu, il est important, nous rappelle cette étude, de nous rappeler du coût financier du congé maternité. La femme enceinte a obligation en France de ne plus travailler pendant 8 semaines et a le droit de disposer de 16 semaines d'arrêt au total, contre 7 jours obligatoires pour le père et 28 jours d'arrêt au total. Elle indique que cet écart et les perceptions stéréotypées ont conduit à faire peser sur les femmes l'idée que la parentalité et la grossesse sont un risque pour les employeurs. À l'issue du congé maternité, si la loi protège les salariés, au féminin, dans les faits, les discriminations sont courantes. Exemple, non-respect du rattrapage d'augmentation de salaire, attribution des primes au prorata de la présence, refus de promotion, mise au placard, harcèlement. Et les discriminations prennent ainsi différentes formes. En 2022, la défenseure des droits Claire Hédon déclarait ainsi « Nous rendons encore un nombre trop important de décisions où des femmes ne sont pas embauchées en raison de leur état de grossesse, ne retrouvent pas leur poste au retour de leur congé maternité ou dont la période d'essai est rompue car elles sont enceintes. C'est sidérant et illégal. Les discriminations sont considérables. » Une femme sur 2 estime que sa grossesse a eu un impact négatif sur sa situation professionnelle. Promotion empêchée, impression que l'annonce a dérangé le manager. La moitié des mères ont déjà eu le sentiment que leur maternité avait freiné leur carrière, contre seulement 18% des pères. La note met également en valeur le coût de la détresse psychologique des mères, qui est très peu pris en charge, et donne la parole à Bianca Brienza, qui est présidente de l'association Parents et Féministes. L'association plaide pour une meilleure prise en charge des soins psychologiques aux femmes victimes de dépression postpartum, avec des chiffres qui sont extrêmement inquiétants. La maternité peut impliquer un coût psychologique, nous dit la note, pour de très nombreuses femmes, avec des conséquences parfois graves. La dépression postpartum touche entre 15 et 20% des mères, entre 100 000 et 150 000 femmes chaque année. Et dans les cas les plus dramatiques, cela peut aller jusqu'au suicide, qui est, avec les maladies cardiovasculaires, la première cause de décès maternel. Par ailleurs, la question de l'isolement est très importante dans le cas du calcul du coût de la détresse psychologique. Les femmes seules à la maison ressentent un fort isolement après la naissance de leur enfant. Elles sont en décalage avec les proches, sans beaucoup de lieux d'accueil adaptés et vivent un isolement parfois douloureux, voire très douloureux. Je cite la note, toujours il s'agit des informations et des éléments apportés par l'association Parents et Féministes. Pour des milliers de femmes chaque année, la maternité se traduit par un coût individuel psychologique. Il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique qui appelle des réponses collectives et publiques à la hauteur, telles que la création d'unités mère-enfant, l'allongement substantiel du congé du coparent, des personnels plus nombreux en maternité, un meilleur accueil des enfants et des parents dans les lieux du quotidien. La durée du congé post-naissance
est abordée, effectivement, on connaît de nombreux cas de femmes qui cessent de travailler volontairement parce qu'elles ne sont pas capables de laisser leur enfant. Et c'est vécu, effectivement, sur le mode d'une incapacité presque psychologique, d'une vulnérabilité, tu n'es pas capable de. La note aborde justement l'opposition entre la durée légale et la durée réelle du congé post-naissance. Le travail de Thi Nhu Han Pham, qui est autrice du livre La Reprise, est exposé, et notamment une citation qui est très intéressante et qui dit « Si le congé maternité post-accouchement est légalement de 2 mois et demi, hors grossesse multiple et jusqu'au 2e enfant, dans les faits, d'après l'Union nationale des associations familiales, il dure en moyenne 6 mois. Cette durée allongée peut s'expliquer de plusieurs manières qui ne s'excluent pas les unes des autres. L'explication la plus simple, car très raccord avec le récit d'une maternité fusionnelle, est la difficulté de se séparer si tôt de son minuscule et encore très fragile bébé. Une autre explication, politique, elle, réside dans la pénurie des modes de garde, qui rend impossible le retour au travail à moins d'avoir des parents retraités et disponibles à proximité de chez soi. Il y a des pays où la difficulté du congé légal et du congé post-maternité réel est comprise, notamment en Suède, où les termes congé paternité, congé maternité n'existent pas. Il s'agit du congé parental. Les parents se partagent 480 jours, dont 3 mois qui sont réservés au père, qui, s'ils ne les prennent pas, les perdent. L'Espagne accorde aux mères et aux pères, depuis le 1er janvier 2023, le même congé parental. 16 semaines, non transférables et entièrement rémunérées. Puis vient le problème des modes de garde. Et le sous-titre est « Avoir une place, des moyens ou se sacrifier ». Je cite « La vie professionnelle des femmes ne subit pas la maternité, mais les manquements des politiques publiques liées à l'accueil de la petite enfance. Les mères ne modulent pas toujours leur activité par choix, mais faute de modes de garde disponibles. Près d'un tiers des parents ayant entrepris des démarches pour avoir une place en crèche ont reçu une réponse négative. Un parent sur 5 est contraint de garder lui-même son enfant, faute de solution de garde. En janvier 2022, Emmanuel Macron déplorait que près de 20% des parents n'obtiennent pas de mode d'accueil, plus de 160 000 ne reprennent pas le travail, faute de solution de garde pour les enfants. Et ces parents sont, pour la plupart, des mères. La note met en valeur que les mères réduisent leur temps de travail et les pères l'augmentent. Pour répondre aux besoins de la famille, les mères se dévouent. L'année suivant la naissance d'un enfant, 47% des mères ont réduit ou arrêté leur activité contre 6% des pères. Elles sont les variables d'ajustement en cas d'aléa. Semaine d'adaptation à la crèche, grève. 59% des mères prennent régulièrement les jours de congé pour enfants malades contre 25% des pères. À l'inverse, ce sont les pères qui augmentent leur temps de travail, notamment le soir ou le dimanche, comme le montre une étude de 2022, 3 ans après une naissance. Je cite, « La fréquence du travail occasionnel ou régulier le soir augmente de 4,6 points pour les pères, celle du travail occasionnel ou régulier le dimanche augmente en moyenne de 5,5 points. Pour les mères, les évolutions ne sont pas significatives. » La troisième partie de la note s'intitule « Sur le long terme, moins de revenus, plus de travail domestique gratuit ». Plus une mère a d'enfants, moins elle est active professionnellement. Les mères s'arrêtent plus qu'elles ne réduisent leur activité. Il y a ici un tableau très intéressant où on observe 2 lignes. Ont réduit leur activité, ont arrêté de travailler pendant au moins 1 mois. Au premier enfant, 23% des mères ont réduit leur activité, au deuxième enfant, 36%, au troisième enfant, 37%, pour ce qui est un total de mères de 31%, alors que le total du père correspond à 9%. Et la deuxième ligne, ont arrêté de travailler pendant au moins 1 mois, la mère, 28% au premier enfant, 40% au deuxième enfant, 55% au troisième enfant, pour un total de 37% total mère, et pour le père, 5%. Donc, parmi les femmes ayant eu un enfant entre 2013 et 2016, 23% travaillaient à temps partiel avant la naissance en 2013 et 45% après la naissance en 2016.
Pour les pères, seulement 4% travaillaient à temps partiel en 2013 et 6% en 2016. Au total, l'ajustement par le passage à temps partiel est 10 fois plus important pour les mères que pour les pères. La note met en valeur la spécialisation dans le couple qui a lieu très tôt après la naissance de l'enfant, où très vite s'installent des déséquilibres d'investissement du père et de la mère dans le foyer. Je vais citer ici Marie-Nadine Prager, qui est coprésidente du collectif pour une parentalité féministe. C'est dans le premier mois suivant l'arrivée de l'enfant que s'installent de façon durable les déséquilibres d'investissement du père et de la mère dans le foyer. La présence de la mère à plein temps auprès de l'enfant, tandis que le père poursuit son investissement professionnel, entraîne une spécialisation dans le couple au détriment des ressources économiques et sociales des femmes. C'est pourquoi les dispositifs de congés d'accueil et de garde des enfants, congés maternité et paternité et congés parentaux sont des politiques publiques cruciales pour lutter contre les inégalités femmes-hommes. Il est essentiel que les hommes accueillent l'enfant avec la même disponibilité que les femmes. Le congé paternité doit donc être strictement équivalent au congé maternité en termes de durée, d'obligation et d'indemnisation. Et s'il y a un petit décalage temporel entre les parents du fait que les femmes doivent s'arrêter 3 semaines avant la naissance pour des raisons de santé publique, alors que les hommes peuvent sans risque poursuivre leur activité rémunérée, il s'agit là d'une aubaine qui permettra à de nombreux pères d'être présents au foyer sans la présence de leur compagne. Les études montrent que c'est ainsi qu'ils peuvent prendre la pleine mesure de leurs responsabilités familiales et domestiques. Le congé parental est aujourd'hui une véritable trappe à précarité pour les femmes et totalement dissuasif pour les pères du fait de sa très faible indemnisation. Optionnel, il peut être un véritable levier d'engagement des pères au foyer, sous réserve que le dispositif soit pleinement incitatif pour eux, avec 3 conditions: bonne rémunération, non-transférabilité de leurs droits aux mères, mais aussi engagement de la société et des entreprises à soutenir les hommes dans cette recherche d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le gouvernement pourrait d'ailleurs engager une campagne publique d'image pour valoriser les hommes qui prennent du temps sur leur parcours professionnel pour s'arrêter et garder leurs enfants, ce que font un très grand nombre de femmes. Dans la 3e partie, le sous-titre suivant est assez marquant: une explosion du travail domestique pour les femmes. La note indique que la logique voudrait que le temps domestique et parental augmente pour les couples proportionnellement au nombre de leurs enfants. Et elle nous dit: si cela est vrai pour les mères, ce n'est pas le cas pour les pères. Alors que l'arrivée d'un enfant ajoute 5 heures de travail à une femme, un homme économise au contraire 2 heures de travail domestique et parental. Au total, une mère fournit 2 fois plus de travail domestique qu'un père. La note aborde le coût des travailleuses invisibles et gratuites. Il existe une étude qui date de 2010 qui calcule la valeur du travail domestique. Il est calculé qu'elle atteint 15 à 71% du PIB selon les activités retenues. Et si on prend en compte les activités dites intermédiaires, cela représente 60 964 millions d'heures en 2021, valorisées au SMIC net à 423,7 milliards d'euros. La valeur produite par les femmes, qui réalisent 65% de ces heures, s'élève donc à 275,4 milliards d'euros. Il y a une association qui s'appelle Parents et Féministes, qui a mis au point un outil intéressant, qui est un outil d'édition de factures, qui indique le montant qui pourrait être déboursé pour un même travail s'il était réalisé par un ou par une professionnelle. Alors on voit ici sur la note la facture de madame et la facture de monsieur. La facture de madame pour des services rendus entre le 1er juin 2023 et le 30 juin 2023. Il est écrit: mon travail n'est peut-être pas payé, mais il a une valeur. Et la revalorisation du travail féminin, ça commence ici et maintenant. 20 euros de l'heure, ira bien, merci. Donc travail parental, il est écrit école à la maison, soins aux enfants, soutien émotionnel, jeux et loisirs, heures par jour en moyenne, 4.
Taux horaire 20. Sous-total 2320 €. Travail domestique, courses, cuisine, vaisselle, rangement, ménage, linge, couture, jardinage. Heures par jour en moyenne 3. Taux horaire 20. Sous-total 1740 €. Total 4060 €. Facture de monsieur. Il est écrit la même chose. Mon travail n'est peut-être pas payé, mais il a une valeur. Donc le travail parental, école à la maison, etc. Le premier poste correspond à 2 heures par jour en moyenne, la moitié. Le travail domestique à 1 heure par jour en moyenne. Et la note totale, la facture de monsieur s'élève à 1740 €. Le travail domestique d'une mère vaudrait donc 2320 € par mois de plus que celui d'un père, alors que dans la majorité des cas, c'est elle qui subit une perte de revenus à l'arrivée d'un enfant. Pour la garde par une professionnelle d'un enfant de moins de 3 ans, les familles déboursent en moyenne 411 € par mois pour 137 heures d'accueil, montant qui, une fois les aides sociales et fiscales appliquées, se réduit à 187 € par mois. Ainsi, chaque mère gardant ses enfants 7 heures par jour ouvré fait économiser 2688 € par an à l'État et 2244 € par an à leur famille, soit un total de 4932 € en tout par an. La note indique également que plus ils ont d'enfants, moins les pères participent. Plus les pères ont d'enfants, moins ils consacrent de temps aux tâches domestiques et parentales. De leur côté, les mères voient leur temps consacré à ces mêmes tâches décuplé. Il y a ici des statistiques de nouveau numériques. Et ensuite, la note aborde le fait que les mères et les enfants paient le prix de la séparation. Aujourd'hui en France, une famille sur 4 est une famille monoparentale. 84% d'entre elles ont à leur tête une femme. Si la garde alternée gagne du terrain, 18% des décisions, la résidence principale des enfants est en grande majorité fixée chez la mère, pour 75% des décisions. Cette répartition de la charge parentale découle d'un accord entre les parents dans 80% des cas, les pères étant très peu souvent demandeurs de la garde exclusive. De ce fait, après la séparation, 97% des pensions alimentaires, dont le but est de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, doivent être versées par le père. Leur montant moyen est de 170 € par enfant et elles sont impayées dans 30 ou 40% des cas. C'est aux mères de se débrouiller pour subvenir aux besoins des enfants alors qu'elles ont plus de difficultés vis-à-vis de l'emploi. Elles sont plus souvent au chômage, subissent plus souvent du temps partiel que les mères vivant en couple et sont également plus concernées par les CDD et moins par les CDI que les autres parents. Et pour finir, l'étude prend un cas virtuel d'un couple, Julie, Thomas et leur bébé, en simulant le coût global. Donc, Julie est en couple hétérosexuel, vit dans une grande ville française, est salariée et gagne 2500 € bruts par mois. À 32 ans, elle a eu son premier enfant avec son compagnon, Thomas, 35 ans, lui aussi salarié, qui gagne 3500 € bruts mensuels. Voici ce qu'a coûté le fait de devenir parent pour chacun d'entre eux. Donc je résume. La grossesse. Julie souffrait de mal de dos et a fait des séances d'ostéopathie, des cours de yoga prénatal. Elle a acheté des séries de produits. Au total, pour Julie, moins 620 €. Pour Thomas, qui a tenu à participer en gérant les grosses dépenses, qui a payé les séances d'ostéopathie et les frais de taxi, moins 290 €. Pour le congé paternité et maternité, Julie accouche dans un hôpital public où elle est prise en charge à 100%, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Son compagnon ne dort pas sur place. Chacun des deux nouveaux parents prend le maximum de congés maternité et paternité pour accueillir l'enfant, réorganiser la routine, ce qui entraîne une baisse de salaire pour chacun. Perte de salaire pour Julie, moins 2425 €. Perte de salaire pour Thomas, moins 1125 €. Pour ce qui est de l'ajustement de travail lié à la garde, Julie et Thomas souhaitent placer leur enfant en crèche, mais comme un tiers des parents dans leur situation, ils n'ont pas de place. Sans grands-parents proches, géographiquement ni aide immédiate, l'un des deux a dû prendre quelques mois de congé parental pour assurer la garde de l'enfant. Comme Julie est celle qui gagne le moins, elle prolonge son absence au travail de 3 mois,
Donc 6 mois total d'absence. Le temps de trouver une nounou ou une assistante maternelle. Durant ces 3 mois, elle perçoit le congé parental de 400 € par mois. Pour compenser cette perte de revenus pour le foyer, Thomas accepte plus d'heures supplémentaires. Donc total pour Julie, moins 6 300 €. Total pour Thomas, plus 400 €. Sur le long terme, en temps de travail, Julie subit une perte de travail de 30%, une perte de salaire de 30% quand la progression de carrière de Thomas se poursuit normalement. Si Julie et Thomas se séparaient, Julie aurait la garde exclusive de leur enfant comme dans 8 cas sur 10. Elle déménagerait en banlieue pour avoir un appartement avec 2 chambres dont elle pourrait assurer le loyer. Elle prendrait un travail plus proche et compatible avec la garde exclusive, mais moins rémunérateur. Thomas verserait une pension alimentaire de 339 € par mois et mobiliserait son temps disponible en plus pour s'investir pleinement dans sa carrière. Muchas gracias por tu escucha, tu participación y tus comentarios, así como tu apoyo. Nos vemos en la próxima edición del podcast Just in Time, en cualquiera de sus temporadas. Buen día, buenas noches.